Pour les Français, c'est une vieille histoire puisqu'elle remonte quand même au XIXe siècle, à l'époque de Guizot, Mérimée, et toute notre tradition vient de là. Elle a été largement rappelée dans les années 80 lorsque la direction du patrimoine a été créée. On s'est appuyé sur ces sources historiques pour relancer les débats, relancer les crédits, et ça a vraiment bien marché. Donc depuis les années de la direction du patrimoine, depuis 1980, le public français est passionné. On le voit bien dans le succès des journées des monuments historiques et les visiteurs qui se pressent à l'Élysée, à l'Assemblée nationale, mais aussi partout en France. Les enjeux sont multiples parce que le patrimoine appartient au privé, aux collectivités locales et pour partie à l'État. Donc la problématique n'est pas la même. Les privés ont le souci et le respect de sauver leur patrimoine. Ils ont parfois de grandes difficultés financières, mais au moins s'occupent en général de leur patrimoine. Pour les collectivités, c'est plus difficile. Et certaines, comme en banlieue parisienne, s'occupent particulièrement bien de l'héritage qui leur a été légué en 1905, par exemple, avec la séparation de l'Église et de l'État. Et les communes qui restaurent le mieux le patrimoine sont celles de la couronne parisienne, par exemple, aussi bien qu'en Normandie ou ailleurs pour la restauration des églises. À Paris, c'est une autre affaire. Il n'y a qu'à voir la façade de Saint-Paul ou Saint-Méry qui est mise sous filet, et on voit bien que la collectivité préfère investir dans l'éphémère, ce qui est pour nous assez choquant, qui satisfait le public parisien et les visiteurs étrangers, mais il y a des questions de fond qui sont posées là. Alors pour les questions financières, elles se posent évidemment, mais la plupart du temps, c'est vraiment un choix politique, parce que restaurer une petite église, ça ne coûte pas cher. Pour l'État en général, c'est une autre affaire. L'État, lui, possède un très grand nombre d'édifices dont il aimerait bien se décharger. Et il a cru trouver la solution avec les ventes qui ont été largement entamées par France Domaine, tous azimuts et sans réflexion. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le Haut Conseil des monuments historiques jouera un rôle important dans l'avenir. En tout cas, lorsque l'État se trouve confronté à un patrimoine de nature historique, archéologique, de grande valeur nationale, il y a une réflexion à mener, et la solution a peut-être été trouvée avec le nouveau texte de loi qui permet des cessions sous haute surveillance. Alors les lois sur le patrimoine, la loi fondamentale, c'est la loi de 1913 sur les monuments historiques qui a été complétée, qui instaure l'obligation de respect, de travaux, d'entretien, et qui a été complétée en 1930 avec la loi sur l'urbanisme, les abords, en 1940 par la loi sur les fouilles archéologiques, et puis depuis, ces lois ont évolué, ont été mises à jour, elles ont fait l'objet de nombreux décrets. En tout cas, on a un outil juridique fort avec la loi de 1913 et l'instauration du service des monuments historiques avec une inspection et des architectes en chef des monuments historiques. Maintenant, au niveau de l'urbanisme, on peut être inquiet puisqu'on avait cru trouver la solution. En tout cas, on l'a pour les secteurs sauvegardés, mais il n'y en a qu'une centaine en France. Et dans les zones qu'on appelait jusqu'à maintenant les zones du patrimoine urbanisme architectural et urbain, les ZPPAU qui ont étendu aux ZPPAUP, paysage, la loi a changé, et là, comme dans les PLU, l'évolution peut être perpétuelle et changeante. Donc il n'y a plus de garantie pour l'avenir, et c'est un peu préoccupant.
Alors le mécénat, c'est une affaire nouvelle en France. C'est pas du tout comme on n'est pas du tout dans la même situation que l'Allemagne ou l'Italie. En Allemagne, les fondations existent depuis le 19e siècle. Elles jouent un rôle très important, aussi bien pour soutenir l'université que les administrations qui s'occupent du patrimoine ou l'Église. Et en France, en Italie, c'est la même chose. Il n'y a qu'à voir en ce moment la décision qui a été prise par la société qui va, c'est Tod's par exemple, qui va mettre beaucoup d'argent pour restaurer le Colisée. La société Mapei est un grand mécène également. Et nous avons des mécènes traditionnels pour la culture comme le groupe Lafarge et autres. Mais il n'y a pas la loi sur le mécénat est trop récente. Elle fonctionne bien, elle démarre bien. Moi, je restaure par exemple les vitraux de la cathédrale de Strasbourg grâce à cette nouvelle disposition. Et en très peu de temps, on a pu obtenir 1,5 million pour les 5 verrières majeures du bas-côté sud de la cathédrale. Donc c'est fantastique et l'avenir est devant nous avec ces solutions qui ont été mises en place. Oui, alors la valeur, la question est souvent posée par les assureurs. Enfin, on trouve une valeur en disant si l'édifice brûle, il faudra quel sera le montant financier pour le reconstruire. Mais on n'a pas du tout évalué avec ça la perte qui est la perte d'authenticité, la perte des savoir-faire, parce que le patrimoine ne peut pas être considéré comme une relique, parce qu'il est vivant, mais en même temps, c'est un trésor national, quel qu'il soit et à n'importe quel niveau. Donc, trésor national, trésor local, ça, c'est absolument dramatique. Si on perd un édifice, c'est extrêmement grave. Et la valeur symbolique, la valeur historique, la valeur archéologique, elle est, dans certaines études au niveau international, elle est donnée. Parce qu'il y a dans le monde anglo-saxon des études qui ont été faites pour attribuer une valeur, pour vérifier quels sont les effets économiques du patrimoine. Un patrimoine qui est chargé d'histoire, qui a une très forte valeur historique et symbolique, attire les visiteurs et ce pouvoir attractif est mesuré en termes d'économie. Donc ça joue un rôle très important. Et on a fait des tentatives en France, mais on n'a pas encore avancé suffisamment dans ce domaine-là pour avoir des résultats dont puissent se servir les politiques. Alors l'hôtel de la Marine, c'est un haut lieu historique, symbolique. C'est un édifice magnifique, situé de manière extraordinaire au cœur de Paris, sur la plus belle place de Paris. Donc ça, c'est ce que tout le monde sait. Et puis, en même temps, c'est un édifice qui a été occupé par une administration pendant de nombreuses années, par des militaires qui ont travaillé comme des fous dans des conditions très limites et qui mérite aujourd'hui un nouvel avenir. Et ce nouvel avenir, d'après ce qu'on lit dans les journaux, qui serait peut-être les choix de la commission présidée par le président Giscard, n'est pas celui qu'on pourrait avoir pour un édifice de ce type. Il faut avoir de l'ambition pour un grand édifice comme celui-là. Il faut comprendre sa personnalité et essayer de lui donner un projet parisien, un projet national. Il y a dans les propositions qui ont été faites, pas seulement le projet pour lequel j'ai eu une mission de conseil, mais il y a des projets qui sont sans doute meilleurs qu'un découpage pour attribuer des locaux à diverses administrations, même si c'est le Louvre.
puisque ça ne pourrait être qu'une solution d'attente. Ça n'est pas une solution qui va permettre de restaurer l'édifice dans l'état où il est, à moins que l'État n'investisse de l'argent qu'il n'a pas. Donc l'avenir de l'hôtel de la Marine est réellement posé. Et je pense très sincèrement que la loi le texte juridique qui a été créé pour la cession possible des grands édifices appartenant à l'État est une solution. En tout cas, il faut un projet ambitieux, il faut lui attribuer, lui rendre sa personnalité.